Merci pour l'invitation à parler aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que ma présentation va être assez collinaire avec la précédente. On a, dans des domaines différents, on résout des problèmes un petit peu similaires et avec des approches effectivement qui se ressemblent aussi. Donc j'espère que c'est l'occasion justement d'aller plus loin dans cette question donc, de l'inférence statistique pour apprendre à partir des sciences expérimentales. Alors précisément, cette slide pourrait être un mauvais résumé de la présentation précédente qui expliquait beaucoup mieux les problèmes génétiques. Ici, donc, vous avez les sciences expérimentales qui mesurent des phénomènes complexes. Ici, prenez un graphe de De Bruijn qui représente un génome de bactéries. Et vous voulez, avec ce genre d'informations, les associer à des traits, à des caractéristiques des individus, des populations. Et évidemment, on ne peut pas reconstruire toutes les étapes, souvent on ne peut pas reconstruire toutes les étapes des relations parce qu'elles sont compliquées à écrire, parce qu'il y a beaucoup trop d'inconnus, on ne comprend pas les couplages entre tous les niveaux causaux du modèle. On n'a pas de vrai modèle génératif de ce qui se passe. En revanche, ce qu'on peut faire depuis maintenant donc, pas mal d'années, c'est de prendre un certain nombre d'expériences et puis par du machine learning, d'essayer de prédire, de relier de façon explicative la sortie à l'entrée. Et donc, on peut faire de bons modèles prédictifs qui vont avoir un taux d'erreur contrôlé, nous prédire une sortie. Mais évidemment, revient immédiatement à la question de, parmi les variables d'entrée, quelles étaient celles qui étaient pertinentes pour prédire la sortie. Donc, on pourrait parler de causes, en quelque sorte. Quels sont les meilleurs candidats parmi les variables d'entrée pour être la cause de la sortie? Et puis, peut-on, ou dit autrement, peut-on localiser l'effet, c'est-à-dire une adresse génétique, si on avait affaire à des SNP, qui seraient responsables, par exemple, d'une pathologie, ou qui pourraient, en tout cas, médier une pathologie. Et donc ça, c'est un problème, effectivement, vous venez de le voir, qui est très important en génétique et qui est également très présent en imagerie cérébrale, un petit peu pour la même raison. On appelle ça la classe des problèmes de grande dimension à petits échantillons. Alors, moi, je vais parler de neurosciences cognitives, quand même, il faut varier un petit peu les plaisirs. Et donc, les neurosciences cognitives, quelque chose qu'on étudie donc, au centre Neurospin de Saclay, où on fait de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, eh bien, on se pose la question, comment est-ce que l'activité du cerveau, l'activité des pensées, finalement, les pensées que nous produisons, sont affectées par la physiologie de notre cerveau. C'est-à-dire comment, au fond, l'activation de certaines zones du cerveau va entraîner des états de conscience, des états de pensée, des états cognitifs. Alors, pour poser ce genre de questions, le cadre actuel consiste à construire d'abord des théories cognitives de comment nous traitons un certain nombre d'informations. Et puis, à ce moment-là, on va mettre en jeu on va construire un modèle expérimental en prenant des stimuli, typiquement des contenus visuels, auditifs, ou des petits jeux qu'on pourrait faire faire à quelqu'un, donc des instructions, si vous voulez, qu'on assemble dans un paradigme expérimental. Ensuite, on prend un cerveau bien frais d'un étudiant de 20 ans à peu près, on le met dans le scanner, et puis pendant environ 1 heure, et puis on obtient comme ça des images du cerveau en sortie qui vont montrer l'activation du cerveau en réponse aux conditions qu'on a présentées. Alors, ensuite interviennent les gens comme moi qui analysent les données, où vous allez vouloir expliquer l'activation cérébrale observée à partir du stimulus. On va appeler ça le modèle direct, modèle génératif, comment l'apparition d'un stimulus peut expliquer l'activité du cerveau, ou un modèle inverse, reverse model, qui pourrait essayer de reprédire le stimulus observé en fonction de l'activité cérébrale. Donc ce sont deux modes possibles d'inférence statistique entre le stimulus présenté et l'activation cérébrale observée. Alors le challenge, il est le suivant, c'est qu'il y a environ 12 ans, quand Neurospin a ouvert, on faisait des acquisitions avec les IRM un petit peu standards, et donc on pouvait couvrir le cerveau avec des pixels volumiques, donc des voxels de 3 mm isotropiques, et il fallait environ 50 000 voxels pour capturer tout le volume cérébral.
Aujourd'hui, on fait en routine des acquisitions avec une résolution de 1,5 mm. Donc on a amélioré, vous voyez que les images sont beaucoup plus fines. On voit d'ailleurs que les activités sont bien confinées à la matière grise du cerveau. Simplement, entre-temps, donc, la résolution, pour couvrir le cerveau, il faut non plus 50 000, mais 400 000 voxels. Et actuellement, on a un programme de recherche à Neurospin avec l'IRM à Auchan qui veut pouvoir acquérir le cerveau entier avec une résolution de 500 microns. Alors, on n'y est pas encore tout à fait, mais sur le long terme, on va y arriver. Et donc, si on y arrive, eh bien, ça veut dire qu'il faudrait environ 10 millions de voxels pour couvrir le cerveau. Donc, ce problème d'explosion du nombre de dimensions dans le problème, dans le lien entre le stimulus et le modèle du cerveau. Alors, là intervient le statisticien qui récupère ces données et qui essaye de raisonner dessus. Alors, ça va être simple, mes données, j'appellerai Y un état cognitif, une variable qui décrit ce que fait le sujet pendant l'expérience. Et puis X1 jusqu'à XP, ce sera les différents endroits dans le cerveau, donc les différents voxels du cerveau qui ont une certaine forme d'activité. Donc vous avez à chaque fois évidemment plusieurs observations, donc un couple entre une tâche cognitive et une réponse cérébrale. Et donc ce que vous pouvez faire, c'était exactement comme dans l'exposé précédent, vous pouvez étudier de façon univariée est-ce que Y est associé à XI, chacun des XI. Donc on peut parler à ce moment-là de test marginal. Y a-t-il une relation entre chacune des variables prises isolément et l'information Y? Donc c'est ce que moi, dans mon jargon, j'appelais ça le modèle direct en quelque sorte. Alors ça, évidemment, c'est facile à résoudre. Ça a été dit aussi dans l'exposé précédent. Parce que voilà, on calcule en gros une corrélation, pour faire simple, entre Y et XI, et puis on peut tester cette corrélation. Évidemment, c'est quand même un modèle limité parce que c'est un modèle qui ne prend pas en compte les interactions. Par exemple, si vous avez une zone qui est un petit peu associée, mais qu'à côté vous avez une zone qui est beaucoup plus fortement associée à Y, ça change un petit peu l'interprétation que vous allez en avoir. Et donc, une autre façon d'envisager le problème, c'est de le renverser, c'est-à-dire, c'est plutôt de se poser la question, est-ce qu'on peut prédire Y avec l'ensemble des XI? Si on prend l'ensemble des variables du cerveau pour prédire Y, on va estimer donc un vecteur de poids W sur chacun des voxels du cerveau. Et puis on va se poser la question, est-ce que la IM coordonnée de W est nulle ou pas? Et là, le test qu'on fait, c'est un test qui est difficile parce qu'on veut en fait tester l'association entre la variable I et Y, mais conditionnellement à toutes les autres variables. Et les autres variables, c'est beaucoup de variables, ce qui rend le problème ici beaucoup plus difficile. Enfin, le problème beaucoup plus difficile, c'est comme en fait de résoudre un problème inverse très mal posé. Eh bien ça reste un challenge aujourd'hui. Alors, avant de me ruer sur les équations, je voudrais quand même vous montrer un petit peu à quoi ça sert et comment on utilise ce type d'inférence. Vous voyez par exemple des images d'activation du cerveau. Donc là, c'est une méta-analyse sur plein d'expériences différentes. On a pris toutes les données qui existent sur Internet, on les a récupérées. Et il y a notamment là-dessus des données où les gens voient des images de paysages, de maisons. Donc juste voir un paysage, c'est ça le tag cognitif. Et puis on a différentes images d'activité. Et donc on peut, en modèle direct, regarder quelles sont les régions du cerveau associées au stimulus, voir un paysage, voir une maison. Et vous allez trouver donc, ici, dans les aires visuelles ventrales, un certain nombre de zones associées. Par contre, avec les mêmes données, quand vous vous posez la question, maintenant, je voudrais savoir quels sont les voxels qui me servent à prédire que la personne voyait une maison et pas autre chose. C'est-à-dire que là, vous cherchez à prédire le Y maison, mais à l'exclusion de Y visage, etc. Et vous posez la question, en combinant les réponses de différentes régions du cerveau, quelles sont les régions du cerveau qui ont vraiment un effet conditionnellement aux autres? Eh bien, alors, là, vous avez une carte un peu différente, avec notamment 2 foyers qui paraissent très vifs, et puis des zones un petit peu diverses. Alors, nous, on a considéré ensuite, pour faire un atlas du cerveau, que, a priori, la bonne information, c'était la conjonction des deux. C'est-à-dire que cette information-là, elle est plus spécifique que la première, mais elle est aussi plus bruitée. On voit d'ailleurs des zones arrivées qui n'étaient pas forcément... dont l'interprétation n'est pas très évidente, parce qu'on a dû, pour obtenir ça, résoudre un problème inverse mal posé, donc il y a du bruit dans la solution. Donc vous avez ici une solution fiable mais pas spécifique, ici une solution spécifique mais moins fiable. Donc en prenant la conjonction des deux, on trouve ici 2 zones impliquées dans
dans la perception des lieux, et c'est effectivement le cortex para-hippocampique qui est effectivement connu pour ça. Alors, on a été plus loin, hein. On a essayé ça avec une dizaine de catégories d'objets visuels, voir des lettres, voir des chiffres, voir des mots, ou de simples damiers, voir des outils, des parties du corps, des visages, etc. Et comme ça, on fait toute une mosaïque d'activités ici dans le cortex visuel ventral, un certain nombre de zones spécialisées dans la reconnaissance de ces régions. Et c'est grâce donc à la conjonction de notre modèle direct et modèle inverse qu'on peut obtenir cette cartographie précise du cortex visuel ventral. On peut faire la même chose avec le cortex moteur, bouger les mains, bouger les pieds. On trouve comme ça les zones du cortex moteur qui prédisent ce type d'activité, avec les zones du langage et de l'audition, donc écouter des sons, écouter des voix, écouter du contenu de langage. Et on trouve comme ça une segmentation en zones. Et enfin, dernier système, c'est sur le calcul mental et les saccades oculaires. On trouve des zones frontales et pariétales qui sont impliquées dans ces tâches-là. Donc on a réussi comme ça à produire un premier atlas du cerveau qui est basé sur des données publiques, et l'atlas lui-même étant public, et donc qui permet de consolider la connaissance de la communauté. Alors, maintenant que j'ai montré à quoi ça servait, je vais quand même revenir un petit peu vers les questions techniques, les questions de statistiques, qui vont nous rapprocher un peu de la méthodologie de l'IA. Donc l'IA, effectivement, vue sous l'angle du machine learning ou de la statistique en grande dimension. Et donc, notre problème, pour l'instant, c'est d'étudier, d'établir qu'une certaine variable i, enfin xi, est associée à y, mais conditionnellement aux autres. Hein. Donc, moi, j'ai écrit ça, y est expliqué par la somme des activités du cerveau pondérées par un vecteur de poids. Et vous posez la question, est-ce que la im coordonnée a un effet ou pas sur y? Alors, si on avait un cerveau tout petit, avec simplement quelques dizaines de variables, mettons, on pourrait s'en sortir facilement en faisant de la régression multiple que vous avez tous appris à l'université. Hein, il suffit simplement de regarder, de faire une estimation moindre carré pour estimer y. Et la théorie des moindres carrés nous donne d'une part une estimée et d'autre part un intervalle de confiance autour de la solution. Donc là, on l'a refait, mon étudiant l'a fait avec une simulation. Vous simulez un W en rouge, vous générez des données X et Y telles que Y égale XW avec ce modèle-là, et puis vous essayez de réestimer le W à partir des données générées. Ça vous donne une estimée, ici la ligne bleue, et avec autour l'intervalle de confiance, vous voyez que l'intervalle de confiance est tout à fait correct. On a une estimation tout à fait raisonnable de la vraie valeur. Mais ça, c'est parce que le nombre de variables P est nettement plus petit que le nombre d'observations. C'est la moitié du nombre d'observations. D'accord ? Maintenant, rajouter des variables, juste des variables qui servent un peu à rien, pour rendre P ne serait-ce que égal à N, eh bien, vous voyez que le même problème échoue complètement. C'est-à-dire que quand P, en gros, devient égal à N, la solution devient instable, l'intervalle de confiance explose et il n'y a plus aucune information dans cette solution. Ici, on pouvait voir, par exemple, que certaines variables avaient une valeur clairement différente de 0. Ici, ça devient impossible à inférer à partir des données. Donc, il faut faire autre chose. Et cette autre chose, ça, c'est des techniques qui ont été introduites récemment. Je crois que certaines ont peut-être été un petit peu évoquées ou sous-entendues dans l'exposé précédent. Donc, le lasso d'esparcifié, il n'y a pas de bonne traduction française à ça. Donc, c'est une généralisation de l'estimation des moindres carrés sur des problèmes de grande dimension où le nombre de variables, P, est plus grand que le nombre d'observations, N. Hein. Et donc pour ça, alors je ne veux pas vous casser les pieds avec les équations, hein, simplement, essentiellement, l'estimée du poids pour la variable J, elle est assez simplement donnée, essentiellement par ce terme-là, qui est où Zj, c'est la valeur dans la variable J, une fois qu'on a, grosso modo, enlevé les effets des autres variables. Hein. Donc c'est une régression partielle. Et vous voyez qu'on peut avoir des formules en forme closed form qui donnent une estimation pour l'effet de la variable J sur la sortie conditionnellement aux autres. Mais ce qui est très beau avec ce cadre-là, c'est qu'en plus, il nous donne une deuxième chose qui a beaucoup de valeur, qui est la matrice de covariance, c'est-à-dire l'incertitude sur les WJ
qui est donné par les données. Et ça fait intervenir cette même variable ZJ qu'on vient de calculer. Et donc, quand on peut calculer ce WJ, ce oméga J, et quand on a ces deux ingrédients, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour faire une inférence statistique, pour savoir, pour décider si la variable J a effectivement un effet sur la sortie. C'est-à-dire qu'on peut faire un test statistique comme on est habitué à faire avec les moindres carrés ordinaires. Et ça marche en pratique, hein. Donc là, je représente exactement le même problème qu'il y a 2 slides, où on n'arrivait plus à estimer avec les moindres carrés ordinaires. Si vous appliquez ce fameux Desparsified Lasso à ce même problème, vous retrouvez à nouveau une estimée en bleu correcte, un intervalle de confiance raisonnable autour de la vraie solution. Mais ça marche, ça suffit pas. Ça suffit pas, c'est-à-dire que ça marche bien quand le nombre P est du même ordre que N, éventuellement un peu plus grand, mais pas beaucoup plus grand. Ici, je prends P beaucoup plus grand, P égale 2000 pour N égale 100 seulement. Eh bien, à nouveau, le Desparsified Lasso se casse la figure, il n'y a pas de miracle. On ne peut pas résoudre tous les problèmes avec ça, hein. Ouais. On se casse la figure, ça veut dire que la vraie solution ici est en noir, et la solution qu'on estime est complètement instable, et il y a une grande variance dessus. Alors, pour résoudre le problème, on fait, encore une fois, on revient à cette idée de clustering, de grouper les variables. Par exemple, si on impose que la solution soit constante par morceau, en ayant créé des petits groupes de clusters, eh bien, on réduit beaucoup la variance d'estimation et on retrouve une estimation bleue qui est à nouveau proche de la réalité, avec un intervalle de confiance raisonnable. Et par exemple, on peut affirmer que les premières variables ici ont un effet différent de 0. Donc la solution semble être, comme dans la présentation précédente d'ailleurs, de regrouper les variables, de travailler sur des groupes de variables pour avoir une meilleure sensibilité. Alors ensuite, il faut des bons algorithmes pour l'appliquer aux données du cerveau. Donc on a travaillé également sur des solutions agglomératives. Une de nos contributions a été de faire des algorithmes très rapides, de clustering très rapide, donc en temps linéaire, parce que les algorithmes hiérarchiques classiques sur les données volumiques prenaient beaucoup de temps. Donc vous voyez que vous pouvez prendre une image d'IRM ici, une coupe d'IRM, et la compresser finalement en rendant l'information constante par morceau dans des patchs d'images. Ça ressemble beaucoup à l'image initiale, mais en faisant ça, vous avez réduit la quantité d'informations, mettons, d'un facteur 100. Alors, l'algorithme que je vous propose, moi, c'est de réduire la dimension des données. Ensuite, avec ça, vous allez résumer le signal dans chacune de ces régions et avoir un modèle réduit sur lequel vous pouvez appliquer le Desparsified Lasso dont j'ai parlé. Donc, on va appeler ça Clustered Desparsified Lasso. Et alors là, c'est un point intéressant justement sur le problème de la stabilité de ces solutions. On peut voir assez facilement que cette solution du cluster Desparsified Lasso est très instable. C'est-à-dire que si vous prenez des données légèrement différentes, la solution sera radicalement différente. Et ça, ce n'est pas une très bonne chose. Et donc, ce qu'on a fait, nous, c'était de dire, eh bien, on va créer différents clusterings des données. Il n'y a pas un bon clustering canonique des données. On pourrait, en fait, en perturbant un tout petit peu les données, on peut générer des clusterings différents. Et donc, l'idée, c'est de générer des solutions différentes et ensuite de les agréger, de faire de l'ensembling, comme on dit en anglais. Donc, agréger ces différentes solutions pour obtenir finalement une solution de consensus. On peut appeler ça aussi une forme de bagging, c'est-à-dire d'agrégation par bootstrap, si vous voulez. Et donc, voilà exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, pour là, les données étant fixes, hein, Y et X sont fixes. Là, c'est des sujets qui voient des images de visages ou des images de maisons. Et on essaie de prédire si la personne voit un visage ou une maison. D'accord ? Et on regarde les coefficients du modèle prédictif dans le cerveau. Eh bien, vous voyez un peu l'horreur, c'est qu'à données fixes, si vous prenez juste des découpages du cerveau différents, eh bien, vous avez des solutions très différentes. Alors, on voit des zones qui reviennent un petit peu dans le modèle, mais c'est quand même assez terriblement variable, juste en changeant le découpage du cerveau. Et donc, en faisant l'agrégation de ces différentes solutions, on peut montrer qu'il y a des zones qui reviennent plus souvent que les autres. Et donc ici, on voit les zones, on retrouve les zones d'ailleurs para-hippocampiques dont je parlais tout à l'heure, qui sont sensibles justement à la perception des lieux, des maisons, etc. Alors, est-ce qu'on a gagné? Oui, on a gagné si on fait des simulations sur des données dans lesquelles on maîtrise quelle est la vérité.
eh bien, on peut voir que cette technique d'esparcify de lasso sur des données clusterisées et avec une étape d'agrégation, donc le ECDL, a une meilleure courbe de precision recall, c'est-à-dire que pour un nombre de détections données de la vraie solution, vous avez moins d'erreurs dans votre solution. La courbe rouge est au-dessus de la courbe bleue ici. Et en particulier, si vous vouliez un FDR de 10%, vous auriez un bien meilleur recall avec la méthode CDL que la méthode CDL. Et également, deuxième vertu, donc cette méthode en sortie, elle donne un taux elle vous garantit un taux de faux positif, et on voit que le taux de faux positif observé sur des simulations, c'est la courbe en rouge, est en fait en dessous du taux nominal, donc on est conservatif, mais on est correct en termes d'inférence, alors que typiquement certaines méthodes, la méthode dite clustered, ne permet pas tout à fait de contrôler le taux de faux positif. Dans certains cas, elle va faire trop de faux positifs. Alors, ces données réelles, c'est compliqué, on n'a pas de vérité terrain, mais alors, par contre, par rapport à mon collègue, moi j'ai accès à des données humaines, donc ça c'est sympathique. Mais ce qu'on a pu regarder sur les données réelles, c'est que au moins le fait de faire de l'agrégation des solutions, ça permet de booster la stabilité. Donc ce qu'on a juste fait là, c'était de splitter les observations en groupes et de répéter l'inférence sur les sous-groupes d'observation et de tester ensuite la stabilité de la solution par un indice de recouvrement des solutions. Et on voit que de passer d'une solution clusterisée simple à la version agrégée, on a fait augmenter considérablement l'indice de reproductibilité, et ceci donc sur 2 jeux de données différents. Et en fait, ce qu'on peut montrer, même plus généralement, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est qu'on a une meilleure small sample recovery, je ne sais pas comment on le dit en français. On arrive, avec peu d'échantillons, à approcher plus vite la solution qu'on aurait avec beaucoup de données. Voilà, donc en conclusion, ce que j'ai voulu vous montrer, c'était une forme de raisonnement causal. Alors, raisonnement causal élémentaire. Ce que j'appelle raisonnement causal ici, c'est montrer que dans un modèle linéaire, une variable est importante pour prédire une certaine sortie. Non seulement elle est associée à la sortie, mais en plus elle est prédictive, et ceci conditionnellement à l'observation des autres variables. Et que la difficulté de faire ce problème, de résoudre ce problème en grande dimension, donc large P problème, c'est que d'une part c'est très coûteux, et puis qu'en plus on peut pas, très vite on obtient des solutions avec des grandes variances et on n'a plus de puissance statistique pour dire que la variable J, ou plutôt une certaine région du cerveau, a un effet sur la variable de sortie. Et donc on peut résoudre ces problèmes de dimensionnalité avec des idées de compression. Donc ici, on a utilisé du clustering pour le faire. On pourrait faire l'apprentissage de dictionnaire, ça sera à peu près la même chose. Et puis l'idée d'agrégation, qui est une idée qui est actuellement très à la mode en statistique, qui est vous avez des estimateurs qui sont plus ou moins bons, plus ou moins faibles ou instables, mais en faisant un assemblage, une agrégation de ces estimateurs, vous obtenez une solution finale qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus fiable à la fin. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que le coût computationnel n'est pas très élevé, n'est finalement pas très grand, parce que le problème le plus coûteux là-dedans, c'est le lasso d'esparcifier, et on l'applique ici à un modèle réduit, ce qui fait que finalement, ça n'est pas si coûteux que ça. Et donc, en fait, c'est assez tractable, même en faisant l'agrégation, on arrive à faire tourner ça dans des temps de calcul relativement raisonnables. Voilà, donc on peut maintenant faire de l'inférence en grande dimension. Voilà, et comme ça a été dit, eh bien, toutes ces solutions, elles ne sont intéressantes que si elles sont utilisables par les praticiens du domaine, et donc on veut les rendre disponibles dans des algorithmes, dans des librairies en Python open source, qui permettent facilement d'interagir avec les images, de visualiser les résultats, etc. Et donc nous produisons un certain nombre de logiciels pour le machine learning, donc scikit-learn bien sûr, et puis pour l'imagerie cérébrale en particulier, pour faciliter donc l'interaction et l'application d'idées de machine learning sur les données d'imagerie cérébrale. Voilà, je voudrais avec ça remercier mes collègues, et en particulier Jérôme Alexis Chevalier et
Binh Thuan pour leur contribution, ainsi que Joseph Salmon, de l'Université de Montpellier, qui a également contribué à ce projet. Merci à vous.